ces règles ne doit pas nous empêcher d'avoir notre vie quotidienne. Pour nous, en tant que gynéco, un des critères les plus importants, la question qu'on pose pour tout, que ce soit pour des règles abondantes ou douloureuses ou n'importe, c'est comment est-ce que ça impacte ta vie quotidienne? Ça m'empêche d'aller à l'école parce que j'ai mal. Ça m'empêche d'aller à l'école parce que je suis fatiguée, j'ai peur que ça déborde aussi, que ça se voit. Et ben là, c'est pas normal. Et je suis très heureuse de pouvoir, d'organiser ce fameux Jamie Talk. Donc c'est une grande première, c'est un nouveau format que j'ai souhaité proposer aux utilisatrices de Jamie, puisqu'elles sont très en demande de pouvoir poser des questions à des experts en santé et voilà pour obtenir des réponses fiables, parce que c'est pas toujours le cas, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que j'ai voulu créer ce talk? Tout simplement parce que tous les jours, je reçois des questions de la part des utilisatrices de Jamie sur les règles, notamment les premières règles, sur le cycle menstruel, les différents symptômes qu'on peut malheureusement expérimenter quand on a ces premières règles. J'ai invité pour ce premier talk Capucine Messien, qui est donc médecin spécialiste de la gynécologie des adolescentes et qui est également cofondatrice des centres de santé Emmanuel. Bonjour Éléonore, merci déjà de m'avoir invitée pour ce premier talk qui est une super idée. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis à la base médecin généraliste, mais j'ai une activité maintenant exclusive de gynécologie médicale et de pédiatrie et je suis surtout spécialisée en gynécologie chez les enfants et les adolescentes que je reçois dans mon cabinet, donc les centres Emanea. Et à l'hôpital aussi, je travaille aussi, je fais moitié-moitié cabinet et hôpital sur la région lyonnaise. Et du coup, c'est vrai que je suis souvent interpellée par des mamans ou par des jeunes filles pour des problèmes de règles. Et donc, c'est pour ça que je suis ravie de partager avec ça, parce que pour moi, on n'en parle pas assez. Et donc, c'est très bien que Jamie se positionne là-dessus et puisse permettre qu'on en discute ensemble. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de cette première collaboration entre Jamie et Emanea. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui d'aborder comme thématique avec toi, c'est la question qu'on me pose très régulièrement, notamment donc mes jeunes utilisatrices qui utilisent Jamie aujourd'hui. Souvent, elles téléchargent l'application parce qu'elles souhaitent savoir quand elles vont avoir leurs premières règles. Donc, ça veut dire qu'elles téléchargent l'app alors qu'elles n'ont pas encore leurs premières règles. Alors évidemment, ce que je leur réponds, c'est que je ne peux pas leur donner la date exacte à laquelle elles vont avoir leurs premières règles. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des signes avant-coureurs, annonciateurs que les premières règles ne devraient pas trop tarder à arriver. Et j'aurais bien aimé aujourd'hui que tu nous éclaires un petit peu sur ces premiers signes auxquels toutes ces jeunes filles doivent prêter attention pour commencer à se préparer à avoir leurs premières règles et à se renseigner. Alors, c'est une bonne question parce que effectivement, c'est un peu toujours le stress. Est-ce que je dois préparer des protections, aller à l'école avec quelque chose, etc. Et du coup, de base, sur le côté médical, les premières règles, elles arrivent maximum 3 ans après l'apparition des bourgeons mammaires. Donc, les bourgeons mammaires, c'est quoi? C'est vraiment quand on commence à avoir le petit noyau de cerise qui apparaît au niveau des seins. C'est un tout petit renflement. Et ben là, on sait que maximum 3 ans après, normalement, les règles doivent arriver. Les règles, elles arrivent effectivement de plus en plus tôt maintenant, hein. Donc on peut avoir les bourgeons mammaires qui apparaissent à 8 ans et donc avoir ses premières règles dès 9 ans, 10 ans, 11 ans. On considère que c'est trop tôt quand les bourgeons mammaires apparaissent avant 8 ans. Donc les petits noyaux de cerise arrivent avant cet âge-là. Sinon, c'est totalement normal. Et après, donc, on commence à se préparer un peu. Et effectivement, il y a des petits signes avant-coureurs qui vont nous faire dire ça va peut-être pas trop tarder. Ça va être un peu le mal de ventre qui commence à être un peu cyclique, c'est-à-dire tous les mois, on sent qu'on a un peu plus mal au ventre de temps en temps. On va avoir des pertes qui vont se modifier. Donc les pertes, c'est des petites taches dans la culotte qui vont nous inquiéter en se disant tiens, est-ce que c'est normal? Les pertes un peu blanches, tout ça, c'est un signe que la puberté se met en place et du coup la puberté, donc c'est le fait de devenir une femme.
et que les œstrogènes, donc les hormones qui vont nous permettre d'avoir les règles, se mettent en route. Donc, elles vont se mettre en route en produisant ces petites pertes. On va avoir les petites lèvres au niveau de la vulve qui vont commencer à être moins collées, à grossir un petit peu plus, pas forcément en même temps. J'ai beaucoup de consultations de jeunes filles qui viennent me dire, j'ai une lèvre qui dépasse plus qu'une autre, est-ce que c'est normal, etc. Oui, c'est normal parce que ça va se modifier pendant toute la puberté. Et de toute façon, elles sont jamais de même taille. Mais tous ces Oui. signaux-là peuvent nous faire dire les règles vont pas trop tarder à arriver. Après, il n'y a aucun moyen de vraiment de le dire. Il n'y a pas de prise de sang qui peuvent nous faire dire les règles vont arriver, oui ou non. On considère que c'est pas normal si 3 ans après l'apparition du bourgeon mammaire, on n'a pas eu les règles. Ou après 16 ans. D'accord. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui est recommandé de faire? De prendre rendez-vous avec un médecin généraliste, avec une sage-femme, avec un ou une gynécologue? Quel conseil pourrais-tu donner aux mamans ou aux ados qui s'inquiéteraient en fait de pas voir leurs règles arriver alors qu'elles ont déjà ces petits signes, cette évolution physique qui arrive? Tout le professionnel de santé en qui on se sent en confiance pour répondre à ce genre de questions. Le problème, c'est de trouver maintenant des professionnels de santé qui sachent répondre aux adolescentes. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Même les gynécos, on le voit bien, il y en a très peu qui prennent par exemple en dessous de 18 ans. Les mamans leur demandent, est-ce que je peux vous amener ma fille? Oui, mais bon, je sais pas trop faire, qu'elle revienne quand elle aura eu ses premières règles après 18 ans, etc. Donc, il faut pas hésiter à en parler au médecin généraliste si on a confiance, à une sage-femme en qui on a confiance, et demander à consulter des gynécologues pédiatriques. Et donc ça se trouve facilement sur les moteurs de recherche, que ce soit Doctolib ou autre, taper gynéco adolescente, et pour pouvoir répondre aux interrogations. Et nous, on milite pour que toutes les jeunes filles aient une consultation d'information après leur première règle ou même avant, pour que justement on puisse leur expliquer tout ça, comment ça fonctionne, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, et sachant que la première consultation entre 12 et 26 ans, elle est intégralement prise en charge par la sécurité sociale, donc elle peut être anonyme si les jeunes filles ne veulent pas informer leurs parents. Voilà, même sans la carte vitale, elles ont le droit de venir. Ouais, Au ça plus c'est un familial, excellent point. ouais. Ça, c'est un très bon point parce qu'effectivement, c'est ce genre d'information qu'on n'a pas, enfin, on n'est Avant, pas c'était assez pour les 15, informé là-dessus. ouais. Donc ça, c'est Avant, c'était pour les 15-18 ans et maintenant ils ont élargi depuis 2 ans aux 12-26 ans, ce qui est très bien parce que ça veut dire qu'on peut les voir plus tôt. d'accord, très bien. Bah, je pense aux mamans qui sont présentes sur le talk aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, soit dans le chat ou en prenant en désactivant vos micros. En activant vos micros, pardon. Donc voilà, là, il y a quand même de l'information hyper importante qui vous permettra de consulter avec votre ado si vous avez besoin. Euh, et oui, et notamment pour les mamans qui ont une ado de 16 ans, effectivement, c'est valable aussi. Il y a une autre question qui arrive très très régulièrement et qui m'est envoyée par mes utilisatrices. C'est alors pas plus tard que ce matin, il y en a une qui m'a contactée pour me demander si c'était normal qu'elle ait des cycles de 16 jours, qu'en gros elle ait ses règles tous les 16 jours. Donc c'est une jeune fille qui a 13 ans aujourd'hui. Alors, je sais pas si on peut mettre le petit schéma de l'utérus que tu avais pour que j'explique comment fonctionnent les règles. Je pense que c'est le point de départ pour qui après permettre beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est l'appareil féminin, c'est une coupe de face, c'est-à-dire quand on vous regarde, on fait une coupe à l'intérieur, c'est ce qu'on voit. On voit que sur les côtés, on a les deux ovaires, les trompes qui amènent à l'utérus et le vagin. Les règles, qu'est-ce que c'est? En fait, à peu près tous les mois, je parle quand on est une femme pour qui le système ça roule, c'est-à-dire ça fait plusieurs années qu'on a ces règles. À peu près tous les mois, dans les ovaires, il va y avoir ce qu'on appelle des follicules. Les follicules, ça fait comme voilà, des petits ronds hein, qu'on voit dans les ovaires à ce niveau-là. Et il y en a un qui va grossir, qui va devenir ce qu'on appelle dominant, un follicule dominant, et c'est celui qui va libérer son ovule. Quand c'est régulier, quand on a des cycles tous les 28 jours, il libère son ovule à J14 au 14e jour. S'il y a eu une fécondation, on est enceinte. Donc s'il a été fécondé par un spermatozoïde, on est enceinte. Et ça s'installe dans la paroi de l'utérus. Alors là, c'est la partie en rose foncé qu'on voit à l'intérieur, là, un petit peu plus haut, ouais, voilà, toute cette zone-là.
Ça s'appelle l'endomètre parce qu'en parallèle de ce follicule qui grossit, cet endomètre, cette paroi à l'intérieur de l'utérus devient plus épaisse. Si on est enceinte, ça s'installe dedans. Sinon, la paroi, avec tous les petits vaisseaux sanguins autour, va se mettre à couler pour éliminer l'ovule. Et ça donne les règles. Sauf que les premières années, la mise en route des règles, on n'a pas vraiment d'ovulation. On a des cycles sans ovulation, c'est une mise en route. Du coup, on n'a pas pile poil ce cycle au 14e jour, je vais ovuler et après, au 28e jour, on va commencer à avoir les règles. Ça marche pas comme ça et c'est normal. C'est complètement normal. Les D'accord. premières années, et ça peut durer voilà, plusieurs années sans souci, hein. Les 2, 3 premières années, c'est souvent irrégulier, rapproché. On peut les avoir une fois, puis après, je les ai plus pendant 6 mois. Et ensuite, de nouveau, je les ai là de façon très rapprochée, c'est normal. Après, ce n'est pas parce que c'est normal qu'il faut subir ces règles. C'est-à-dire qu'en 2024, on sait qu'on ne doit pas rester avec quelque chose qui nous gêne, notamment pour ces règles. D'accord. Donc, si en tant que jeune fille, on dit j'ai des règles tous les 16 jours, du coup ça m'embête parce que je ne peux rien faire, je peux pas sortir parce que ça coule beaucoup. Quand j'ai mes règles, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur, etc. Il faut absolument en parler. C'est normal, mais c'est gênant. Et donc il faut qu'on trouve une solution. D'accord. Donc c'est un très bon point. Donc à la jeune fille qui m'a écrit ce matin et qui me demandait si c'était normal qu'elle ait ses règles tous les 16 jours et à contrario une autre jeune fille qui m'avait également contactée il y a quelque temps maintenant pour me dire que ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas eu ses règles. On considère que c'est normal et que ce ne soit pas encore régulier les premières années de règles. Voilà, on va Pas le dire pour message les pour les 3 premières rassurer. années de règles, souvent c'est normal. Après, ça peut être irrégulier encore et être normal. Il y a beaucoup de diagnostics qu'on ne pose que minimum 8 ans après les premières règles. Donc on entend beaucoup parler des ovaires polykystiques, ce genre de choses, etc. Et ben ça, on ne peut pas poser de diagnostic avant 8 ans après les premières règles parce qu'on sait que sur ce laps de temps-là, ça peut être normal. Mais on D'accord. le note, on peut dire qu'il y a une tendance à une irrégularité. Donc moi, je compte dit les 2, 3 premières années, c'est normal. Et effectivement, après, peut-être qu'on va pas poser un diagnostic, mais on va peut-être quand même aller rechercher et se noter, bah tiens, il y a quand même des cycles qui restent irréguliers. Encore une fois, à 12 ans, j'ai mes premières règles, elles sont très rapprochées, c'est normal, mais ça m'embête, je consulte. Parce que j'ai D'accord. une solution. Très clair. Ces explications sont très claires. Ce qui me fait une transition sur le cycle menstruel, parce que toutes les jeunes filles ne connaissent pas forcément le fonctionnement du cycle menstruel et les différentes phases qui composent le cycle menstruel. Donc j'ai préparé ce petit schéma. Capucine, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est le cycle menstruel et quelles sont les phases qui composent ce cycle menstruel-là. Oui, c'est du coup un peu comme je l'ai expliqué. Alors plus grossièrement, là effectivement, c'est un peu plus travaillé, hein, c'est ce qu'on voit dans les cours de SVT. Effectivement, donc là, la partie en rouge, les menstruations, le nom qu'on donne pour nous, c'est le premier jour du cycle. Souvent, on a l'impression que ça finit par les règles. En fait, ça commence par les règles. Règles. Voilà, la phase folliculaire, comme je l'ai dit, c'est du coup le moment où les follicules, donc c'est ce qui contiennent les ovocytes. Les ovocytes, c'est ce qui, on a une quantité, un stock à la naissance, hein, même avant la naissance, on a un stock et qui progressivement dans la vie va au fur et à mesure s'éliminer. C'est pas comme les spermatozoïdes chez les garçons où là, la spermatogenèse, c'est-à-dire le fait de refaire des spermatozoïdes, ça se refait tous les 3 mois. Nous, les femmes, on a un stock à la naissance qui va diminuer progressivement jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire le moment où on n'a plus d'ovocytes qui fonctionnent correctement et du coup on n'a plus de règles. Donc les règles, c'est un signe que notre corps de femme fonctionne bien. C'est un vrai signe qu'on devient femme. Donc la D'accord. phase folliculaire, c'est cette croissance d'un follicule il y en a plein sur la ligne de départ et il y en a un qui va prendre le dessus, qui va démarrer et qui va grossir et donc ensuite libérer son ovule, d'où l'ovulation. L'ovule, donc ovocyte, ovule. L'ovulation, s'il y a fécondation par un spermatozoïde, on est enceinte. Sinon, il y a la deuxième partie, donc la phase lutéale, qui est un nom un peu effectivement compliqué et qu'on revoit ça en SVT, etc., que nous on utilise
voilà, pour les schémas scientifiques. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, que c'est la desquamation de cet endomètre, de la paroi de l'endomètre qui, sous l'effet des hormones, œstrogènes dont j'ai parlé, et une deuxième, la progestérone, s'est épaissi pour que s'il y avait fécondation, eh ben, on puisse être enceinte, qu'on puisse retenir l'œuf. Et là, du coup, comme il n'y a pas de grossesse, et ben pour éliminer cet ovule, cette paroi, toujours sous l'influence d'hormones, va se mettre à couler. Et c'est pour ça qu'on a des variations aussi d'humeur, qu'on a des variations de physique, parce qu'on est toujours sous l'influence des hormones. Et j'ai notamment parfois de questions en me disant est-ce que j'ai pas un dérèglement hormonal? Mais en fait, on a une variation hormonale physiologique. Donc on a des phases où on a les hormones qui montent puis qui descendent, et ça c'est normal. Et c'est pour ça qu'on peut sentir notamment au moment de la chute d'hormones, chute de progestérone, fatiguée, déprimée avant les règles, etc., etc. C'est normal, c'est une variation normale. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est normal que je dois rester avec mes symptômes. D'accord. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que chaque fille et femme qui a ses règles a un cycle menstruel dont le premier jour démarre par le premier jour des règles qui dure en moyenne 28 jours, en moyenne. C'est une moyenne, hein. Ça varie d'une femme à l'autre. Ça peut même varier d'un cycle à l'autre pour la même femme. Voilà, on considère que c'est normal, effectivement, quand ça reste même à 35 jours. Enfin, voilà, ça reste normal. Encore une fois, je parle pour une femme qui, je vous ai dit, hein, plus de 8 ans après ses premières règles. Effectivement, si on arrive sur des périodes de 2 mois, 2 mois et demi sans règles, après, encore une fois, plus tard, Plus tard, plus c'est âgée. normal. Parce qu'on est plus sur son cycle de 28 jours. C'est très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur le cycle menstruel, hein, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou prendre directement la parole. Donc là, on vient de voir le cycle menstruel et l'impact en fait des hormones sur les différentes phases du cycle. C'est vrai que avant que les règles n'arrivent ou pendant les règles, on peut se sentir parfois plus fatigué, plus irritable, avoir une baisse d'énergie. On n'a pas forcément tout le temps envie de sortir. La question qui m'a été posée, et donc je te la partage aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut s'écouter et prendre soin de soi, rester à la maison, rester chez soi, se reposer parce que on sent qu'on a une baisse d'énergie? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se faire violence et finalement bah, essayer de prendre le dessus et s'obliger, s'imposer de sortir, de rester active, etc. Qu'est-ce que tu recommandes? Quelle attitude on doit adopter par rapport à ça? Ce qui est sûr, c'est que avoir ces règles ne doit pas nous empêcher d'avoir notre vie quotidienne. Pour nous, en tant que gynéco, un des critères les plus importants, la question qu'on pose pour tout, que ce soit pour des règles abondantes ou douloureuses ou n'importe, c'est comment est-ce que ça impacte ta vie quotidienne? Ça m'empêche d'aller à l'école parce que j'ai mal. Ça m'empêche d'aller à l'école parce que je suis fatiguée. J'ai peur que ça déborde aussi, que ça se voit. Et ben là, c'est pas normal. Donc après, on a le droit de se reposer, on a le droit d'être bien chez soi, d'avoir un moment où on se coucoune parce que justement, on a une chute d'œstrogène, on est fatigué, on a un peu de boutons, etc. On n'est pas bien, on a le droit. Mais si ça impacte négativement la vie quotidienne, ce n'est pas bon. Donc effectivement, il faut sortir, mais pas se faire violence, parce que si on se fait violence, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui ne nous convient pas. Et c'est là où il faut venir en discuter. Ce qu'il faut D'accord. savoir aussi, c'est quand on perd du sang, on perd du fer. Donc quand on a ces règles, on sait qu'on perd du fer. Quand on perd du fer, on est plus fatigué. L'adolescence, on sait que c'est une période où on a tendance à être fatigué. Et j'ai beaucoup de mamans qui m'amènent en me disant, bon, je sais pas si c'est l'adolescence ou pas, mais je la trouve crevée en ce moment. Et parfois, on a des surprises, on a des anémies. L'anémie, c'est quoi? C'est quand on a moins de globules rouges et on a une carence en fer, du coup, on est vraiment fatigué. Et parfois, on met ça un peu sur le compte de l'adolescence, etc. Donc je pense qu'il faut s'écouter, c'est-à-dire qu'il faut écouter son corps, il faut connaître son corps, et c'est pour ça que les applications type Jamie sont super, parce que ça permet de noter son flux, noter ses symptômes, permet de connaître un peu. Si ça nous va, que c'est une période ok, très bien, mais si ça impacte l'école, si ça impacte la vie sociale, etc., bah là, il faut venir en Il parler. faut Il faut faire le temps, s'interroger. faut venir en parler. D'accord.
Et donc il faut venir en parler, ça on a bien compris, et c'est un très très bon réflexe à avoir. Et quand on prend rendez-vous avec un médecin, tu disais que tout médecin finalement susceptible de recevoir des patientes jeunes, comment se passe? Est-ce que c'est une consultation? Est-ce que c'est un simple échange? Comment ça se passe concrètement? Alors moi, je rassure déjà toujours les jeunes filles, il n'y a pas d'examen clinique à cet âge-là. C'est-à-dire que le premier examen clinique, c'est à partir de 25 ans, quand on doit faire le premier frottis, le dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Et encore, on ne fait un examen clinique à une jeune fille que si elle a déjà eu des rapports. Parce que si on D'accord, ne fait pas de spéculum, on ne fait pas d'examen intrusif en tout cas. Donc, c'est surtout une consultation de discussion. Je les vois avec les parents, mais je les vois aussi un temps toute seule. Et si elles m'autorisent, bien sûr, hein, si elles préfèrent rester avec les parents, elles peuvent, etc. Je peux les voir aussi tout de suite toute seule si elles préfèrent. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est qu'elles se sentent à l'aise. Après, nous, on les guide parce qu'on a l'habitude, etc. On pose des questions, mais des choses qui paraissent anodines, pour elles, de pas se lever une fois par mois, bah, c'est pas, en fait, on peut peut-être essayer d'y remédier. Donc, la consultation, c'est vraiment un moment d'échange où nous, on écoute les ressentis. Parce que tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, les désagréments, que ce soit des douleurs, que ce soit de l'abondance, que ce soit de l'irrégularité, c'est normal. C'est physiologique au début. C'est-à-dire que ça fait partie de la mise en route du corps d'accord. coup, voilà, on a besoin d'écouter la personne. Donc, ça doit être un temps d'échange. Et si vous ne vous sentez pas entendu par le professionnel que vous avez en face, eh ben, c'est qu'il faut changer. C'est comme quand on va voir le psy, ça marche pas forcément avec tout le monde, eh ben, il faut changer. D'accord, très très bon point. Pour en revenir justement moi c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est normal ou pas normal? Donc elles ont besoin d'avoir des éléments de comparaison avec d'autres jeunes filles. Et il y a un symptôme qui est très régulièrement enregistré dans l'application Jamie, c'est les crampes au ventre, les douleurs. Aujourd'hui, l'application ne permet pas de savoir si c'est une douleur gérable, moyenne, ou une douleur sévère, voire invalidante, qui empêche, par exemple, d'aller à l'école ou d'aller à ses activités extrascolaires comme au sport ou autre chose, autre activité de ce type. À quel moment on considère qu'une douleur n'est pas normal ou est-ce que tout simplement avoir une douleur, ce n'est pas normal et comment est-ce qu'on peut évaluer cette douleur? Alors, la douleur, en soi, comme je vous le répète depuis le début, c'est un signe de la mise en route. Donc, c'est souvent normal. C'est rare je parle sans traitement, de ne pas avoir de douleur de règles. Celles qui l'ont, elles sont plutôt chanceuses. Mais on ne doit pas rester avec ce symptôme-là, parce que quand on a mal, eh ben moi je donne toujours l'image que ça abîme le corps. Et le corps a une mémoire de la douleur, c'est-à-dire que après, quand on va avoir une petite douleur, ça va venir réveiller ces symptômes-là, et du coup ça peut aggraver des douleurs. Les douleurs, souvent au début ça va quand on a eu ses premières règles, puis elles s'aggravent dans le temps, au fur et à mesure des années. Ça c'est un signe classique. Comment on évalue la douleur? Encore une fois, la première chose, c'est l'impact sur la vie quotidienne. Quelqu'un qui me dit j'ai mal, mais en fait, je sais pas, j'ai pris un Spasfon, Doliprane, ça allait mieux, je peux aller à l'école, j'ai pu aller courir. Super, tu gères bien, ça te dérange pas de problème. Ouais, j'ai mal, mais je prends mes médicaments, mais en fait, je j'arrive quand même pas à me lever, je me tords ou c'est dur d'aller à l'école. Franchement, j'ai rien écouté de ce que m'a dit le prof. On n'est pas bon. Nous, en consultation, on utilise une échelle visuelle de la douleur. Je crois que tu avais un exemple là. Alors là, ça, c'est une partie. Nous, ce qu'on utilise, c'est vraiment une échelle où les jeunes filles voient même pas le 0 et le 10. Et D'accord. en fait, ça monte juste en gros, ça devient du vert au rouge. Et je leur dis toujours, bah, le vert tout en bas, c'est aucune douleur. Et le rouge, c'est la pire douleur inimaginable. On t'arrache un bras à vif. Vraiment, la pire douleur. Et du coup, elle positionne le curseur en fonction. Et moi, de l'autre côté, j'ai la cotation. Là, ce que tu as mis, c'est très bien parce que ça leur donne un peu une idée. Oui, Mais encore une fois, ce n'est qu'une aide. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est le ressenti de la jeune fille qui va nous guider. Et les premières choses qu'il faut faire après, c'est bien traiter la douleur. Il y a des choses toutes bêtes. On a tendance à dire, pour l'instant, j'ai pas trop mal, je gère, je vais attendre. Là, j'ai vraiment mal, je vais prendre mon médicament. Et bah là, on n'est pas bon. Parce que du coup, on court derrière la douleur, on a un train de retard, on n'arrivera pas à la faire redescendre, en tout cas pas suffisamment. Les jeunes filles qui ont tendance à avoir mal pendant leurs règles,
Ce que je leur dis toutes, c'est n'attendez pas que la douleur s'installe. Vous reconnaissez les symptômes de règles, vous commencez à avoir des petits signes, vous prenez votre médicament tout de suite. Et derrière, vous apaiserez, avant même que la douleur monte, vous l'apaisez, elle sera moins élevée, vous prendrez moins de médicaments derrière. Et il y a médicaments et médicaments. Donc, sans donner une consultation médicale, des choses simples, c'est les anti-inflammatoires qui marchent le mieux. Spasson, Doliprane, franchement, vous oubliez, ça, c'est bien en plus, etc. Mais c'est pas ce qui marche le mieux. Donc, ibuprofène, par exemple, c'est très bien, sans attendre que la douleur s'installe. Je ne reste pas avec mon mal. J'agis avant. Donc, Et ce que, encore une fois, je consulte. Parce que ce n'est pas normal. Là, je voyais qu'il y a une maman qui réagissait en disant qu'elle avait consulté, ça avait bien rassuré sa fille. Mais c'est flagrant, en fait. Les jeunes filles, elles rentrent, elles sont terrorisées ou elles savent pas trop, elles ressortent de là et elles savent. Et moi, c'est pour ça que je milite pour toutes les jeunes filles et des consultations, même si ça va bien. C'est que, en fait, elles ont, euh, au moins, elles nous consultent avant même d'avoir ces gènes-là. Mais du coup, quand elles ont une gêne pour la douleur ou pour l'abondance, elles savent, ah, je peux venir reconsulter parce que le médecin m'a bien expliqué que je ne resterai pas avec ça. Et ça, c'est essentiel. Je vois qu'il y a du coup la maman qui demande pour l'Antadis. oui, Euh, L'Antadis, c'est ce qu'il y a de mieux, enfin, c'est un de ce qu'il y a de mieux, c'est du flurbiprofène. Donc, c'est un dérivé de l'ibuprofène qui agit un peu plus spécifiquement sur la sphère génitale et qui marche du coup très bien. Et on peut le donner à partir de 50 kilos. Donc, c'est la seule chose, faut voilà, vérifier. Et contrairement à beaucoup de fausses idées qui circulent, ça ne rend pas stérile, hein, parce que je vois beaucoup de choses comme ça qui sont dites, mais d'accord. c'est une fausse information. Donc, c'est un Alors, très bon. je rebondis. Donc, pour résumer, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on a mal, il faut traiter tout de suite, en tout cas essayer de soulager la douleur tout de suite et ne pas habituer son corps à la douleur, tout simplement. Ce que tu recommandes, donc c'est plutôt l'ibuprofène, donc les anti-inflammatoires, plutôt que du paracétamol. Moi, la Ouais. question que je me pose, parce que c'est des questions que me posent également les jeunes filles, mes utilisatrices, c'est euh, elles ne sont pas toutes fans. Enfin, elles n'aiment pas forcément prendre des médicaments, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives à ça pour soulager la douleur? Alors, ce que je leur dis, c'est que, alors, elles aiment pas prendre les médicaments. Déjà, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que, en fait, on a beaucoup de craintes, mais comme je vous l'ai dit, si on les prend correctement et avant même d'avoir mal, on en prendra moins derrière, parce que on aura agi. Les médicaments, c'est pas parce que c'est pas quelque chose de naturel que ce n'est pas bon pour la santé. Le tabac, c'est naturel. Pourtant, c'est mauvais pour la santé. Donc, j'essaie déjà de travailler un peu sur la confusion entre le naturel, pas naturel, du coup, c'est mauvais, j'ai pris des médicaments, etc. L'autre chose, c'est qu'après, donc, pour moi, il faut apaiser la douleur avec un traitement parce que c'est plus mauvais pour le corps d'avoir mal que d'avoir ce médicament-là. Et ensuite, il y a plein d'autres petites choses qu'on peut faire. Donc, effectivement, ça va être du cocooning, ça va être une bouillotte sur le ventre. Il y a des solutions aussi un peu d'électrothérapie, là, les sortes. Alors, il y a plein de marques qui le font, Urgo, etc. Des patchs qu'on peut mettre. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de marques qui vendent. On voit des pubs à la télé, dans les magazines en disant si vous mettez le match, vous aurez plus les patchs, vous aurez plus de douleur. Ça vaut une fortune pour une efficacité qui est limitée. Nous, on prescrit des dispositifs comme ça, mais voilà, sur prescription. Donc, il y a plein mal de choses. Après, en fait, c'est la jeune fille qui va connaître son corps, qui va savoir ce qui lui fait du bien. Certaines, bah, ça va être une poche de froid. L'autre, ça va être la bouillotte. Voilà, généralement, faut être plutôt cool et c'est pour ça que c'est dur en cours et parce qu'il faut pouvoir être allongé, au calme, peut-être une musique un peu Oui. relax, pouvoir prendre un bain, tout ce qui va nous faire du bien, mais ne pas avoir peur de soulager cette douleur avec les bons traitements. Très clair, très clair. Alors, il y a un autre problème qui est souvent exprimé par mes utilisatrices, c'est les règles abondantes. Donc, dans l'application, elles ont la possibilité de pouvoir enregistrer le flux de leurs règles, donc la quantité de sang qu'elles perdent pendant leurs règles, donc un flux léger, moyen, abondant, très abondant. Ce qui m'intéressait de savoir, pour pouvoir leur partager ensuite, c'est à quel moment on considère qu'on a un flux abondant, et comment est-ce qu'on le quantifie. Alors, du coup, si tu peux remettre le score de IGAM, du coup, voilà. Donc ça, c'est un exemple.
comment on quantifie? Alors, l'abondance des règles, ça, c'est un vrai problème sur lequel j'ai énormément, énormément de consultations parce que la mise en route des règles fait que ça va couler beaucoup. Et on va pas forcément se rendre compte parce que la jeune fille, elle sait pas trop, elle a jamais eu ses règles avant, donc pour elle, que ça déborde, qu'il y ait des caillots, etc., c'est normal. Et encore une fois, elle est fatiguée, mais c'est une ado. Donc les parents, ils ont du mal à se rendre compte aussi. Nous, ça va être encore une fois surtout l'impact sur la vie quotidienne. On va leur demander combien de fois elles se changent par jour. Alors, si c'est des serviettes périodiques, quelle taille de serviettes elles mettent? Est-ce que c'est les serviettes, les modèles maxi? Elles se changent toutes les heures, toutes les 2 heures, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça déborde la nuit? Est-ce que la nuit, elles se réveillent du coup pour se changer? Est-ce qu'elles ont peur de sortir et que ça tache la culotte? Est-ce qu'il y a des caillots? Les caillots, c'est quoi? C'est le sang épais. C'est vraiment, ça va faire une pâte de sang. Il y en a des petits, il y en a des gros. Ça, tout ça, c'est des signes que ça coule beaucoup. Et on va s'aider de ce score, le score de IGAM. Alors, il en existe plein de sortes différents. Moi, je leur donne en consulte. On peut le trouver sur Internet, on peut le trouver sur l'application. Enfin, c'est vraiment une aide pour nous. Encore une fois, ça ne remplace pas Une consultation? décrire, voilà, comme non, mais ce qu'elles vont nous décrire en plus, hein, comme Oui. symptômes, je vous dis, il y en a beaucoup qui n'osent pas sortir au moment où elles ont leurs règles parce que ça déborde. Ça, c'est pas normal. Ou qui mettent une serviette en plus de leur culotte menstruelle. Tout ça, c'est pas normal. Et du coup, ce score va nous permettre d'objectiver un peu plus pour nous donner un peu une idée, est-ce que vraiment, oui, ça coule beaucoup ou pas. On considère qu'il y a ménorragie. Ménorragie, ça veut dire règle trop abondante. Si le score est supérieur à 100. Ou si les règles durent plus de 7 jours. C'est aussi la durée des règles, c'est aussi quelque chose, parce que ça peut couler de façon abondante pendant un jour ou deux, et puis après plus rien. Hmm. Voilà. Donc, score supérieur à 100 ou durée de plus de 7 jours, là, ça coule effectivement beaucoup. Et en fait, on y est très vite quand vous regardez le score. Là, donc, vous voyez, en fait, vous avez Cet les exemple, oui. jours, voilà, les jours de la semaine avec derrière, en fait, elles cochent à chaque fois qu'elles se sont changées. Et en fait, on est très très rapidement. Il y a des jeunes filles, mais il y en a énormément en fait, qui au bout de 2 jours, elles ont déjà explosé. Elles sont déjà à plus de 100. D'accord. Ça va nous servir. Alors, même si elle est en dessous de 100, à partir du moment où ça la gêne, encore une fois, on va donner quelque chose. On va essayer de trouver une solution. Mais nous, ce score va nous permettre de savoir s'il faut qu'on fasse un bilan complémentaire. Parce que des règles abondantes, ça peut être normal, mais ça peut être aggravé par des maladies qui sont pas si rares que ça. Des maladies qui aggravent les saignements, notamment la maladie de Willebrand. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. Nous, ça nous donne c'est ce qu'on appelle les hémophilies. Et ça, c'est pas la cause des règles abondantes, mais ça aggrave l'abondance des règles. Donc nous, ça nous fait un peu le point. Pour savoir s'il faut rechercher ça, mais surtout ce qu'on va rechercher, c'est la conséquence des règles abondantes, parce que comme je vous ai dit, quand on perd du sang, on perd du fer. Et du coup, quand on est anémié, quand on manque de fer, eh ben on peut plus faire les activités de la vie quotidienne, on peut plus faire de sport, on peut plus travailler, on peut parfois plus se lever de son lit et on a besoin de supplémenter. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on donne? Et ça, on en discute parce que si on donne du fer mais qu'on repère tout de l'autre côté, voilà. Donc, il y a pas mal de choses à discuter ensemble. Mais en tout cas, dès que, voilà, il y a ces petits signes de caillot, ça déborde, je me change beaucoup. Ou ma serviette menstruelle, ma culotte menstruelle, je dois la changer un peu trop souvent. Je rajoute une serviette en plus. Signal d'alarme, je vais peut-être aller consulter. Encore une fois, ça peut être normal, mais ça nous gêne. D'accord. Est-ce que c'est fréquent à l'adolescence d'avoir des règles abondantes? Très très fréquent parce qu'en fait c'est la mise en route et en fait c'est lié. Alors quand on revient sur le schéma là, le cycle menstruel là, que tu avais fait, il y a ce qu'on appelle la phase lutéale et la phase lutéale c'est lié normalement à une chute d'œstrogène et une arrivée de la progestérone. Et quand on est une jeune femme, en fait, on a la mise en route fait qu'on a souvent une insuffisance de cette progestérone. Donc c'est pas un dérèglement hormonal, c'est juste que pour l'instant ça se met pas bien en route. Et du coup, on a des saignements qui vont être très abondants. Enfin, voilà, D'accord. pour faire gros, c'est on manque de progestérone, du coup. Et donc, nous, on propose
notamment de pallier à ce manque en donnant de la progestérone 10 jours dans le mois en deuxième partie de cycle. Donc là, on le voit hein, entre à partir du J16 ou J17, là, on va venir donner ce qui manque pour essayer de limiter l'abondance et D'accord. faire en sorte que les règles soient pas très rapprochées, parce que c'est un peu le problème aussi quand on manque de progestérone, bah du coup les règles au lieu d'arriver à J28, et bah elles vont pas arriver à ce moment-là, elles vont arriver plus tôt. Comme on disait tout à l'heure, une jeune fille qui a ses règles tous les 14-16 jours, voilà, c'est normal parce qu'elle a pas de progestérone, c'est normal, mais on peut quand même pallier à ça, sans que ça impacte sa vie de femme derrière. Ça n'empêchera pas que après les choses vont se mettre en place toutes seules. C'est pas parce qu'on lui donne la pilule, qu'on lui donne de la progestérone, qu'on lui donne des antidouleurs, des choses pour diminuer les règles, que derrière son système génital ne va pas continuer à se faire. D'accord, très clair. Euh, alors, C'est juste pour important en de faire revenir sur le- le, et donc via les applications de bien noter ses règles, comment ça se passe, etc. voilà, d'où l'importance de suivre son cycle pour avoir quand même une bonne connaissance de comment fonctionne son corps et potentiellement détecter s'il y a besoin, enfin s'il y a un problème et auquel cas besoin d'aller consulter un médecin comme tu viens de l'expliquer. Sur l'abondance des règles, donc c'est vrai que ce schéma peut être un petit peu complexe, mais je vous enverrai un tableau au cas où vous êtes confronté aux règles abondantes pour pouvoir J'en ai un peu plus simple mesurer votre pour score. simplifier, ouais, si tu veux. Donc ça, c'est important de pouvoir sensibiliser les jeunes filles là-dessus et les inviter à suivre le flux de leurs règles pour pouvoir potentiellement détecter si elles sont anormalement abondantes. Et il y avait aussi donc une question qui arrive derrière assez fréquemment, c'est sur les protections périodiques. Quand on vient d'avoir ces règles, alors déjà on n'est pas forcément très à l'aise, on ne sait pas toujours quoi utiliser, donc il y a différentes options possibles, hein, les serviettes, les tampons, les culottes menstruelles, les cups, les protège-slips qu'on peut utiliser quand le flux est très léger. Concrètement, quand on débute et qu'on vient d'avoir ces règles, est-ce qu'on peut utiliser toutes les protections que j'ai listées ou est-ce que tu as une recommandation particulière? Alors, encore une fois, ça dépend de la jeune fille. Ce qui est sûr, c'est que les tampons, c'est un peu galère quand on vient de commencer à avoir ses règles parce que on sait pas trop les mettre, ça peut faire mal, donc c'est pas le plus, on va dire, Le plus simple. simple, mais après, si ça va à la jeune fille, il n'y a pas de souci, quoi. Les serviettes, c'est bien si on les change régulièrement. Pareil, il faut, voilà, comme toute protection, en fait, il faut les changer assez souvent. Les serviettes menstruelles, c'est quand même la chose qui revient pas mal chez les jeunes filles, parce que les culottes Les menstruelles, parce que culottes menstruelles. oui, voilà, les culottes menstruelles, parce que c'est un peu plus facile. Enfin, pour elles, elles se sentent mieux. Elles n'ont pas la serviette qui peut les irriter, les gratter. Après, méfiance sur le type de culotte menstruelle utilisée parce que ce n'est pas un dispositif médical encore. Et du coup, il y a de tout qui est vendu sur Internet par des marques de fast fashion qui du coup vendent des choses qui sont pas de bonne qualité, avec bourré de perturbateurs endocriniens, etc. Donc, faut D'accord. vraiment se méfier. Il y a des marques super spécifiques pour les adolescentes où c'est du coton bio, etc. Donc, ils peuvent être très bien. Après, c'est comme toute protection. C'est pas parce qu'on a la culotte menstruelle qu'on doit la garder éternellement. Voilà, c'est la même chose. Il faut penser à la changer. Mais c'est vrai que la culotte menstruelle chez l'adolescente, c'est assez, on sent que ça devient quand même un peu monnaie courante. Les cups, pourquoi pas? Donc les cups, hein, pour celles qui savent pas, c'est des sortes de petites ventouses qu'on met à l'intérieur et qu'on vient décoller. C'est encore une fois pas évident chez une jeune fille, une adolescente, quoi, parce qu'il faut la mettre à l'intérieur. C'est comme les tampons, c'est pas le plus pratique. Je pense serviette ou culotte menstruelle, c'est très bien. Culotte menstruelle, je vous dis, avec des marques pour ados qui sont bien certifiées coton bio, etc., où il n'y a pas n'importe quoi dedans. Et après, ce qu'il faut, c'est du coup, enfin, effectivement, se changer souvent et pas porter de protège-slip tout le temps. Parce que souvent, on a un peu peur après que ça
gratte, enfin que ça coule un peu n'importe quand, les règles soient pas finies. Et du Mm. coup, on met des protège-lips sur la durée et ça vient irriter. Vérité. C'est ce que j'apprends aux jeunes filles, c'est l'excès d'hygiène. C'est un vrai problème dans nos civilisations actuelles, c'est qu'on lave trop, on irrite trop. Même quand on a ses règles, il faut essayer de pas laver plus qu'une fois par jour. Ça peut être compliqué, mais voilà, pas laver plus qu'une fois par jour, même si c'est que à l'eau. Jamais laver à l'intérieur, hein. Il n'y a pas besoin de toilette à Ouais, l'intérieur, c'est auto-nettoyant. Les culottes 100% coton et pas de protège-slip quand il n'y a pas de règles, quoi, quand il n'y a pas de vraies règles. D'où la culotte menstruelle en coton biologique qui est bien. Alors là, je vois du coup, elle dit, voilà, les serviettes, ça me gêne quand je vais au collège. Je comprends, hein, c'est compliqué, on a l'impression que ça se voit. En plus, quand je vous dis, quand on est une ado, ça coule beaucoup, donc ça peut gêner. Alors, Evan Co, je connais pas. Par contre, il y a une marque qui est très bien, c'est Teen Flow, qui est, voilà, sans faire de la pub, etc., mais qui est une marque pour adolescentes un peu plus spécifique et qui est en coton certifié. Après, il y a d'autres marques comme Dim, etc., qui en font des très bien aussi, mais faites juste attention à la composition. ouais. Et je vous dis, si vous devez mettre serviette plus culotte, ça vaut le coup d'aller venir voir quand même. D'accord. Bah, merci pour toutes ces recommandations. Ce qui est important, en tout cas, ce qu'il faut retenir, hein, si elles utilisent régulièrement des serviettes, c'est de les changer très fréquemment. Voilà, à la fois pour le confort, mais aussi pour l'hygiène. Pas les garder plus que 6 8 heures, quoi. Enfin, Il me faut... semble déjà beaucoup pour 8 heures, ça Voilà. me semble déjà 8 heures, une... c'est le max, parce qu'en fait, tout ce qu'on a entendu parler sur les chocs liés, toxiques liés à tout ça, en fait, c'est avec n'importe quelle protection, que ce soit tampon, serviette, ou même parfois certaines culottes menstruelles gardées trop longtemps. Donc, ce qu'il faut, dans l'idéal, c'est les changer toutes les 4 heures. Après, c'est parfois D'accord. en cours, et je vous dis, c'est là où on peut nous venir vous aider. Parce que si vous devez vous changer trop souvent, bah, on comprend que ce soit pas facile. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est n'hésitez pas à parler de vos règles. C'est parfois dur d'en parler à la maison, et c'est pour ça que les applis comme Jamie sont super parce qu'il y a des vraies infos dedans. Et il faut pas hésiter à en parler, à les consulter. Ça vous gêne d'aller voir le gynéco de votre maman, bah, vous allez voir quelqu'un d'autre même là. Et vous avez le droit de consulter avec l'anonymat, au planning familial, dans d'autres choses, etc. Mais il faut parler de vos règles, il faut en parler à vos copines, il faut que tout le monde, toutes les jeunes filles viennent et leur première consultation au moment de leurs règles, après, avant, si elles ont des questions, quoi. J'en profite pour te remercier infiniment, Capucine, d'avoir accepté de te prêter au jeu du Jamie Talk avec moi aujourd'hui. Et évidemment, merci à toutes les participantes qui ont pris le temps de se connecter. Et puis, bah, j'espère à très bientôt pour un autre talk. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs aussi sur notre site internet emania.fr. D'ailleurs, je pense à ça, on a mis le score de IGAM parce on fait des fiches conseils pour les adolescentes notamment. Et on a une sur les règles abondantes où on explique justement comment remplir ce score, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est EMANEA, ouais, Emanea, ouais, EMANEA.fr et ça peut faire en complément de Jamie. Mais voilà. Donc, moi, avec grand plaisir. Et puis, si, il y a besoin, n'hésitez pas. Merci à Merci toutes. à toutes. Excellente Pareil. soirée.